Salam alaikum tout le monde. Donc aujourd'hui, on va donc faire une introduction sur le module, donc ce qu'on appelle le génie parapsychique. Okay. Donc c'est une science fondamentale. Elle vous permet donc d'acquérir des notions très importantes au vu de ce qu'on va essayer donc d'apprendre ensemble, essayer de comprendre. Essayer donc de mettre en application aussi, c'est très important, d'appliquer ce qu'on va essayer donc d'apprendre. Donc le terme, si je commence par le terme, vous avez donc le génie, parapsychique. D'accord? Donc vous avez donc c'est un mot composé de 3 termes. Ça, c'est très important. Pour comprendre le titre du module, déjà, on va devoir deviner déjà ce qui va y avoir. Okay. Ce qu'on va tirer profit de cette matière-là. Donc, quand on parle de génie, quand on parle de génie, le génie, donc, c'est quelque chose d'extraordinaire en général. Donc en général, le génie, bon, on peut même dire que c'est une personne, on rentre dans un domaine du sacré. D'accord? Du sacré, génie. On rentre dans un domaine du sacré. Le génie, une personne génie, c'est une personne qui a des capacités, des fois on peut dire, qui sont surnaturelles. Donc il a des capacités à comprendre, à simuler, des capacités de prédire, d'innover, qui sont au-dessus de la moyenne des personnes. C'est quelqu'un qui est hors du commun. Ok? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle génie. Donc le génie en général, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet à une personne, puisque déjà elle a des capacités qui sont très importante, ça va donc lui permettre, bien sûr, moyennant certaines compréhensions, certaines aptitudes, à devenir quelqu'un qui est extraordinaire dans une matière donnée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le para. Le para, donc il y a plusieurs types de para. On peut parler de parapluie. Donc c'est quelque chose qu'on se cache quand il y a la pluie, on se protège. Aucune goutte d'eau ne peut me toucher parce que nous sommes sous un parapluie. Donc c'est une façon d'éviter. C'est une façon d'éviter d'être touché par la pluie. On peut parler aussi de pare-choc dans les voitures. C'est quelque chose qui, dans le cas d'un accident, elle permet donc d'amortir le choc et d'éviter qu'il y ait des dégâts au niveau d'un véhicule ou des dégâts au niveau donc, des humains. Okay, donc tout est fait en général pour protéger les êtres humains. Donc des accidents graves, on n'essaiera pas de protéger les véhicules, mais on essaiera de protéger les personnes qui utilisent les véhicules. Parce que tout est en général, ce qu'on fait nous, c'est de protéger les personnes, les vies humaines. C'est ça la primauté de la chose. C'est dans le cas où vous avez un accident, c'est pour ça que les véhicules, les concessionnaires, les fabricants de véhicules essayent toujours d'améliorer la sécurité des véhicules. La sécurité des véhicules donc, permet à une personne, même si dans le cas d'un accident grave, elle lui permet donc d'être sain, avec quelques égratignures, quelques problèmes, mais pas d'une façon à atteindre son incapacité ou bien sa mort. Ok? Et c'est ça, c'est le même principe, c'est le même principe ici, c'est le même principe ici. Et ici, ce n'est pas contre la pluie, ce n'est pas contre les accidents, mais c'est contre le séisme. D'accord? Donc, ici, on va essayer donc d'avoir quelque chose comme le génie pour essayer donc de valoriser, d'inventer, de créer des choses qui nous permettent donc de résister à
une action sismique. Une action sismique. Donc si je résume tout ça, le plus grand génie, s'il veut se protéger contre la pluie, il sera toujours à l'abri. Il va rester à la maison, il va rester dans le magasin, pour ne pas être touché, même pas par une goutte. Donc c'est la meilleure façon de faire. Le meilleur génie, celui qui est vraiment très très intelligent, quand il y a de la pluie, il va rester à la maison. Ok, il est là. Mais des fois, il est obligé de sortir. C'est ça le problème. Des fois, s'il pleut pendant un mois, il ne peut pas rester à la maison. Il doit sortir pour faire des achats, pour survivre. Et automatiquement, donc il a besoin d'autre chose. Il va créer d'autres choses. C'est une création ici. On a créé le parapluie, on a créé des jaquettes contre la pluie, on a créé des tenues complètement contre la pluie. Et ça, donc, ça va lui permettre de se protéger contre la pluie. Mais j'ai dit que la meilleure façon de se protéger contre la pluie, ce n'est pas la peine de sortir. Si je vais dans un véhicule, la meilleure façon de se protéger contre les accidents, c'est de ne pas conduire. C'est de ne pas conduire un véhicule. Et de ne pas monter dans un véhicule. Et là, vous êtes donc à 100% sûr que vous n'allez pas avoir d'accident. Mais est-ce qu'il est possible? Il n'est pas possible. On doit voyager, l'être humain doit voyager, doit aller travailler, doit aller à l'université, doit aller à l'école. Donc il est obligé de prendre le véhicule. Mais la meilleure façon de faire, c'est de ne pas monter dans un véhicule. Et des véhicules qui ne passent pas. Si je veux amoindrir mon risque, je ne vais pas là où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de circulation. Je vais donc conduire dans des circulations qui sont très à l'aise, où il n'y a pas ni piétons, ni autres véhicules et tout. Donc toute la route est à moi. Et là, je suis sûr que je ne vais pas faire d'accident. Ok. Mais dans le cas d'accident, les gens donc, ne vont pas raisonner sur un système simple, mais dans le cas d'accident, eh bien, il va falloir développer. Il y a beaucoup de développement dans les véhicules, okay, pour protéger les conducteurs des véhicules. Maintenant, on passe même à la protection des personnes qui sont atteintes par un véhicule. Il y a beaucoup de créations dans ce sens-là. Et là, donc, on est protégé. Il y a une certaine protection. Ce qui va différer d'un constructeur des véhicules à un autre. Il y a des véhicules qui n'ont aucune sécurité. Si vous faites d'accident, vous avez 90% de chances de mourir. Il y a des véhicules où vous avez 90% de chances d'être sauvé. Et c'est ça le coût. Hein. Quand on différencie des véhicules, ce n'est pas par la motorisation, par le luxe. Ne vous trompez pas. Quand on voit un véhicule luxueux avec en cuir, avec un moteur super, etc., ce n'est pas ça la sécurité. Tout le monde peut faire ça. En développement des moteurs, en développement un design, en développement du cuir, etc., tout le monde peut le faire. Mais la notion de sécurité, c'est elle qui va définir le coût d'un véhicule. Le véhicule donc coûte à travers sa sécurité. Vous voyez, des fois, on fait des essais à extérieur, on fait des accidents, et on voit le comportement d'un véhicule par rapport à un accident, par rapport à un choc frontal, latéral. Okay. Le coût en général, il faut savoir que le coût des véhicules, si vous voyez deux véhicules luxe, et que l'un est plus cher que l'autre, double des fois ça coûte, eh bien, il faut être conscient que ce véhicule, il a beaucoup plus de sécurité. C'est la sécurité qui coûte. C'est la sécurité qui coûte. Ok. Du point de vue, si je raisonne maintenant du point de vue sismique, quelle est la meilleure façon de faire? C'est de ne pas être dans des zones sismiques. C'est la solution la plus intelligente et la plus cohérente. C'est que je ne vais pas habiter dans une zone où il peut y avoir un séisme. Et là, je suis sûr que je suis protégé à 100%. C'est l'idéal. Ok? C'est la meilleure façon de faire, il n'y a pas d'autre façon. La meilleure façon de faire, comme j'ai dit, de ne pas sortir dans la rue quand il pleut, de ne pas conduire de véhicule, et la meilleure façon sismiquement, c'est de ne pas construire, de ne pas habiter dans les zones où il y a une sismicité. Ça, pour moi, c'est le plus intelligent. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui ne va pas construire ou bien habiter dans une zone où il y a possibilité d'avoir un séisme. Et là, il devient protégé à 100%.
100. Chose qui n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile de construire dans des zones hors sismicité. Si on va par exemple l'Algérie, donc on va tous aller au sud. On sait bien que le sud algérien, il n'y a pas de séisme. Okay? Il n'y a jamais un séisme dans le sud algérien. Donc la meilleure façon de faire, c'est que tous les Algériens dégagent du nord, ils vont vers le sud. Mais est-ce possible? Généralement, ce n'est pas possible. Parce que c'est vrai qu'il y a des avantages quand j'habite dans le sud, c'est que je vais être protégé vis-à-vis d'un séisme, mais la vie est difficile, elle est dure. Donc l'être humain prend certains risques. Je préfère habiter à côté de la mer, à côté de la verdure, tout en prenant certains risques. Okay? Et c'est ça généralement, tout ce qui est gêné par. Donc bien sûr, ce risque-là, je vais le prendre, moyennement, certaines précautions, comme la création des parapluies, la création des vêtements spéciaux pour tout ce qui est pluie, la création de véhicules qui sont sécuritaires, comportant des airbags, comportant des zones de classification, comportant des bancs par choc. Okay? Et je vais donc essayer de conduire tout en ayant certaines protections parce qu'il est impossible de ne pas monter dans un véhicule, de ne pas conduire un véhicule. Ce n'est pas possible. La même chose ici. Il n'est pas possible que tous les Algériens vont au sud. C'est un peu difficile, le climat et tout ça. Donc on est obligé donc d'habiter l'endroit, parce que c'est très convivial. Mais il va falloir donc faire une certaine protection pour essayer donc de se protéger. Donc on doit se protéger. Et bien sûr, donc ici, on va essayer d'apprendre comment se protéger contre ce qui est un séisme. Et pour se protéger, on doit premièrement savoir d'où vient ce séisme-là, comment il va arriver, quelles sont les conséquences quand vous avez un séisme, okay? Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une habitation, parce que ici on parle d'habitation, on ne parle pas de la résistance sismique d'un véhicule ou bien d'un parapluie, c'est d'une habitation, d'un bâtiment, d'un immeuble, de construction universitaire, d'une villa. On va essayer donc quels sont justement ces mécanismes qui conduisent à un séisme. Comme ici, on connaît les mécanismes qui gèrent la pluie, on connaît les mécanismes qui gèrent les accidents, et on doit donc connaître la pluie. Quels sont les mécanismes qui font que j'aurai un séisme durant une certaine durée de vie. Donc toujours, ici je vais parler un peu, donc ça c'est ce qu'on doit, on va essayer de comprendre à peu près tout ce qui est sismique, on va essayer de comprendre tout ce qui est sismique, comment nous avons un séisme, quelles sont les causes des séismes, qu'est-ce qui va se passer dans une construction, quelles sont les conséquences, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, à travers ce qui s'est passé. Donc on doit généralement avoir une idée déjà sur les antécédents. Okay? On doit avoir des idées sur les antécédents. Si je vois un véhicule qui a fait un accident, et je vois son état, je peux à peu près définir les fautes qui ont été commises dans la conception de cette voiture pour qu'il y ait eu autant de dégâts. Essayer donc de prévenir l'avenir, essayer de corriger à chaque fois pour arriver bien sûr à un certain niveau de ce qu'on appelle protection. Donc la même chose pour le séisme. C'est sûr que les premières personnes qui ont subi le séisme, ça a été catastrophique. Bien sûr, on va essayer de voir un peu l'historique, parce qu'on doit revenir à l'histoire pour pouvoir à peu près voir ce qui s'est passé, quels sont les dégâts qui ont eu lieu. Et à partir de là, année par année, okay, généralement le séisme, ce n'est pas d'année en année, mais c'est des cinquantaines d'années en cinquantaine d'années. Mais de par le monde, on va essayer de ne pas se cloisonner autour de nous-mêmes. On ne va pas tirer profit uniquement de notre propre expérience. Il y a beaucoup de séismes en Algérie, bien sûr on doit tirer profit. Quelles sont les causes qui ont fait que ce bâtiment soit détruit? Quelles sont les causes qui ont fait qu'il y a beaucoup de dégâts? Et aussi on va essayer de voir ce qui se passe dans le monde aussi. Okay. Le monde maintenant, ce n'est plus quelque chose de très très compliqué. À travers les digues, etc. Nous sommes dans un village, dans un petit village, on peut voir ce qui se passe dans un autre pays, loin à des milliers de kilomètres, en live. Ce qui s'est passé en Turquie, on va voir en live. Okay. Donc on peut voir et on peut déceler, on peut apprendre
c'est ça l'apprentissage. On va essayer d'apprendre de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé, pour essayer donc d'améliorer notre vie future, notre avenir au niveau de la construction. Nous, en tant que génie civil, nous avons l'obligation donc de tirer profit, de voir ce qui s'est passé, de tirer les leçons pour pouvoir donc développer notre avenir, notre pays, etc. C'est ça le principe général de ce module-là. Donc nous allons avoir affaire à beaucoup d'expériences que nous devons voir, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va voir beaucoup d'images sur les catastrophes sismiques. Okay. Quels sont les incidents quand vous avez un séisme, parce que c'est pas facile ici. Okay. Le séisme, c'est vrai, c'est quelque chose de catastrophique, en laps de temps très réduit. Okay. On peut avoir une démolition de toute une ville en 30 secondes. Ce qu'on a construit pendant 100 ans, il est détruit en 30 secondes. C'est Rammstein. Un séisme ne dépasse, n'a jamais, rarement, un séisme dépasse les 40 secondes. Et heureusement qu'il ne dépasse pas les 40 secondes. Parce que si le séisme aurait été de 2 à 3 minutes, eh bien on ne trouvera aucune construction. Heureusement. Alhamdulillah, heureusement qu'il y a un séisme, le temps d'un séisme, c'est aux alentours à peu près de 30 secondes. Et vous voyez que ces 30 secondes, des fois, ils sont très fatals. Ok. Donc ce qu'on construit en 100 ans peut être démoli en 30 secondes. Et les conséquences, c'est des conséquences très graves. Les conséquences en perte de vie humaine, ok. Allez compter combien de vies humaines, les orphelins, les veuves, l'après sismique, la gestion de l'après sismique. C'est plus important que le séisme lui-même. Ok, ce qui va se passer après le séisme. Imaginez dans une ville, vous allez avoir 200 000 personnes qui sont sans abri. Des enfants, des femmes, avec des morts à traiter. Et comment tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la gestion post-sismique. C'est la gestion des catastrophes. Et la gestion, parce qu'elle peut provoquer aussi autant de morts qu'a provoqué le séisme. S'il y a une mauvaise gestion, bien sûr, vous allez avoir donc des libres humains, vous allez avoir donc une contamination, vous allez avoir toutes les maladies virales, vous allez avoir des infections, vous allez avoir un manque d'eau. Avec c'est un véritable problème. Il faut qu'un État, un État fort, c'est un État qui a les moyens et la capacité d'agir. Parce qu'il faut agir rapidement. Ce n'est pas une affaire d'agir en une semaine, en un mois, non, rapidement, dès le premier instant. Dès qu'il y a un séisme, il faut mettre donc en action toute une armada de décisions et d'actions. Et on devrait être préparé à cela. On devrait être préparé à cela. On doit être préparé à cela. Au Japon, les gens sont préparés. Dès qu'il y a le moindre séisme, il y a des abris pour tout le monde. Chacun va vers son abri. Chacun a son propre abri. Mais quelqu'un est parti comme ça, l'autre est parti comme ça. Non. Chacun a son abri, a son espace où il doit y aller. Il va trouver tout. Le manger, le lit, tout ce qu'il y a. Donc, parce que le Japon, c'est un pays qui est très, très sismique. Okay? Donc, il doit se prévenir. Et c'est pour ça que vous voyez des fois, quand il y a un séisme, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Même s'il y a des dégâts au niveau de ces structures-là, mais au niveau humain, il n'y a pas de dégâts. Parce que les gens sont préparés. C'est ça un État fort. Donc, il doit préparer là où il y a un risque sismique très, très urgent. Okay? On doit se préparer, être prêt à agir avec des actions, avec la création d'entités, d'actions qui doivent agir. Surtout, comme j'ai dit, post-sismiquement. Ce qui est passé est passé. Tout ce qui a été démoli a été démoli. Ce qu'on a perdu en être humain, on a perdu. Mais on doit agir rapidement. Okay. L'enterrement des personnes, l'eau, les tentes, le manger. J'ai dit, imaginez que vous avez 50 000 personnes à gérer. Qui sont traumatisés. Ils sont traumatisés parce qu'ils ont perdu déjà, ils ont perdu la famille, ils ont perdu leur bien, ils sont traumatisés complètement. Donc déjà, il faut un support psychologique, il faut bien les recevoir, il faut leur donner à manger, leur donner à boire, se reposer. Il y a des centaines de personnes qui seront soignées. Donc, avec le post-sismique, c'est primordial dans la consolation des personnes qui ont été soumises à un certain séisme. Et là, donc, ça devient très, très important. Donc, vous voyez déjà, quand on parle de sismique, ce n'est pas uniquement l'ingénieur de génie civil qui va intervenir. Vous avez beaucoup d'interventions. C'est un champ très, très vaste.
Donc si on parle de parasismique et génie, c'est tout un domaine très très vaste. Ok, les aides humanitaires, les pompiers, les ambulances, l'armée, la sécurité, tout, c'est un tout. C'est un bouton, quand on appuie dessus, tout le monde classe, tout le monde est à jour. Okay. Donc ça, à peu près, on va discuter un peu de tout ce qui est post-sismique, parce qu'on doit voir quelles sont les conséquences. C'est très très important pour nous, parce que ça nous permet de voir notre responsabilité. Ok, nous avons une très grande responsabilité. L'ingénieur est là, il a une très grande responsabilité, parce qu'il peut être la cause de la mort de milliers de personnes, par des fautes. C'est vrai, on ne les voit pas chaque jour, mais généralement, quand on va parler de séisme, généralement, quand les constructions sont démolies, il y a une faute quelque part. Il y a une faute quelque part. Okay. Donc vous voyez déjà les conséquences d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension de tout ce qui est donc comportement vis-à-vis d'un tremblement de terre ou de l'action sismique. Donc nous sommes très très concernés, nous sommes peut-être les premiers concernés, justement l'ingénieur génie civil. Parce que c'est lui qui conçoit, qui calcule et qui met en œuvre ce type de structure. Comme le constructeur de véhicules, c'est le premier concerné dans le cas d'accident mortel. Eh bien, le premier concerné dans la protection des biens et des personnes, c'est nous. Nous, مسؤولون. Ok. أمام تاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى. Même si on n'est pas responsable d'un point de vue juridique, nous aurons une responsabilité quelque part dans la mort de personnes si nous avons négligé certaines choses, des oublis ou autre que ce soit. Okay. Nous avons une grande responsabilité dans tout ce qui peut arriver. Okay, donc je vais essayer puisqu'ici nous sommes dans le sismique, je vais commencer par quelque chose de très très simple. Je vais commencer par ce qu'on appelle le risque. Quel est le risque? Ok. La question qui se pose, c'est quel est le risque? Quand on parle de risque en général, le risque là, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est humain. Pour tout ce qui est humain. Donc quand je parle de risque, je parle pour nous, pour l'être humain, qui va habiter ou qui va utiliser une structure qui a été construite et qui est donc dans un site donné. Donc le risque de perdre la vie, le risque de perdre la famille, le risque de perdre des biens. Donc en général, le risque ici, c'est un risque humain. Nous devons être très attentifs à tout ce qui est humain. On ne doit pas avoir donc, de mort. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de ne pas perdre des vies humaines. On s'en fout. On s'en fout de tout ce qui est structure. L'essentiel pour moi, parce que c'est ça ma mission, notre mission, ce n'est pas d'éviter que les structures soient endommagées. Ok, notre but, c'est ne pas éviter que les structures soient endommagées ou non habitables et qu'il va falloir démolir après et reconstruire. Ce n'est pas notre but. Au contraire, nous allons voir qu'on peut aller jusqu'à l'endommagement de notre structure. Mais c'est un endommagement qui est limité. Donc, il est limité. Donc pour moi, c'est un endommagement. On peut avoir un endommagement sans problème. On peut avoir un endommagement, mais sans perte de vie humaine. C'est ça le principe, ok? C'est ça le principe. En tant que génie civil, vous allez voir après, on n'est pas responsable sur la bonne tenue de l'ouvrage. On est responsable sur les pertes en vie humaine. Mais sur l'on a le monde. عدد الموت. Parce qu'il va y avoir des morts. Mais des morts qui sortent de notre préoccupation. Parce que des fois, les gens, par exemple, vont essayer de s'évader d'un tremblement de terre. Ils vont se jeter par la fenêtre. Il va mourir. Est-ce qu'on est responsable? Non, on n'est pas responsable. Ok?
Parce qu'on a été fait, on n'a pas fait un génie pour ça. Il y a des gens qui peuvent donc sauter des fenêtres, il y a des gens qui vont sortir, un mur va tomber de la structure, il va occasionner la mort. Mais pour nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la structure. Okay, à l'intérieur de la structure. Si la structure s'effondre, qu'il va y avoir des morts, et bien là, nous sommes responsables. Donc c'est une mort directe par la ruine de la structure. S'il y a ruine de la structure, nous sommes responsables. On doit faire sortir, on doit situer la responsabilité, elle est où? Elle est où cette responsabilité? Qui est responsable de cette ruine? Parce que dans tout ce qu'on fait là, c'est d'éviter justement qu'il y ait ruine d'ouvrage. Et éviter la ruine d'ouvrage, ça veut dire sauver les vies humaines, sans pour autant essayer de laisser la structure dans un degré de l'endommagement. Ça, c'est pas possible. Donc les structures sont endommagées, mais sans qu'il y ait ruine, sans qu'il y ait donc perte de vie. Des fois, bien sûr, qu'il y a des structures où on ne va pas tolérer l'endommagement. Il y a des structures où on ne peut pas tolérer l'endommagement. Ces structures-là doivent rester fonctionnelles, même si vous avez un séisme. Imaginez par exemple un grand hôpital dans une ville. Ce grand hôpital, on aura besoin dans le cas où il y a un séisme. Puisqu'on doit soigner les gens, on doit faire des interventions chirurgicales, on doit essayer de le traiter. Imaginez que cet hôpital-là soit endommagé et non fonctionnel. Ce sera doublement. Donc, tous les gens qui ont été blessés, ce sera une catastrophe. Multiplié fois 2 parce que l'hôpital n'est plus fonctionnel. Et on va les soigner où? On va faire où les opérations, les interventions chirurgicales? C'est une catastrophe. Donc, des fois, nous avons des édifices où on ne tolère pas d'endommagement. Ok? Par exemple, des grandes stations de télécommunication. Mais comment les gens vont communiquer après? Pour appeler l'ambulance, pour appeler la police, c'est pas possible. Donc il y a certains bâtiments qui doivent sortir de l'endommagement. Sans endommagement. Ils doivent rester sans endommagement. Ok? Ça, c'est des choses qui sont un peu spéciales. Ok? C'est des choses qui sont un peu spéciales. Par exemple, comme j'ai dit, les grands hôpitaux, les grands centres de télécommunication, les grands centres de décision, par exemple l'état-major de l'armée, la présidence, je ne sais pas, le grand caserne des pompiers qui vont intervenir, ok, des grands aussi, des grands édifices de services de sécurité, ils doivent rester opérationnels pour agir. Parce qu'imaginez que les pompiers, la bâtisse tombe sur les pompiers. Dans le caserne des pompiers, pas petit, qu'est-ce qui va se passer? C'est une autre catastrophe. Ou bien sur les services de sécurité, ou bien dans un état-major de décision de l'Algérie, ou bien sur la présidence. Ça devient encore plus grave. Ça devient plus grave. Imaginez que nous avons une centrale nucléaire, par exemple. Et nous sommes sujets à un séisme. Et que la centrale va être en ruine. La catastrophe est multipliée par 1000. Vous allez avoir des radiations, etc., etc. Imaginez que nous sommes dans un barrage qui est très proche, un barrage immense. Et qu'un séisme provoque la rupture du barrage. Eh bien, la catastrophe est multipliée par 100, ou bien par 1000, ou bien par 10 000. Donc on doit être très attentif vis-à-vis de notre imagination et de notre conception vis-à-vis de la sécurité. Déjà la notion de sécurité, elle n'est pas la même. On ne donne pas la même sécurité pour tous les ouvrages. On a compris maintenant, il y a des ouvrages où on doit leur donner beaucoup plus de sécurité. Pourquoi on leur donne beaucoup plus de sécurité? Parce que s'ils sont en mine pendant un séisme, eh bien la catastrophe sismique, elle est multipliée par 100, par 1000 ou bien par 10 000. Donc déjà au niveau sécuritaire, on doit se préoccuper différemment du type de structure. Okay. Et bien sûr, c'est l'emploi, surtout par rapport à un séisme. Moi, je dirais que, quelle sera, je me poserai cette question-là, quelles seront les conséquences de ruine de cet ouvrage? Et comme c'est comme ça qu'on analyse, ok? Quelles seront les conséquences de la ruine d'un bâtiment? Les conséquences sont graves, mais elle ne va pas dépasser le bâtiment. Les seuls qui vont subir l'endommagement, c'est les habitants. On peut avoir beaucoup de morts,
Mais là, elle est limitée. Vous voyez,